Salut à tous et bienvenue dans 2 mots sur les dispositifs médicaux. Je suis Nicolas Martelly, pharmacien hospitalier et enseignant-chercheur, spécialiste du dispositif médical. Aujourd'hui, on parle de ces dispositifs médicaux qui sont des logiciels et vice-versa. Deux mots sur les dispositifs médicaux, le podcast qui ne vous fait pas le café, mais qui vous en dit plus sur les dispositifs médicaux. Les dispositifs médicaux qui sont des logiciels. Cet épisode m'a été suggéré par un de mes cousins que je salue. Hola, il se reconnaîtra. Mon cousin m'a en effet posé une excellente question au sujet de l'indistinction entre logiciel et DM. Et en effet, c'est un sujet d'actualité au regard de la nouvelle réglementation européenne qui, je vous le rappelle, est applicable officiellement depuis cette semaine, mercredi 26 mai. Parmi les changements majeurs que ce nouveau règlement apporte, la question des logiciels en est un, sans l'ombre d'un doute, et il suscite d'ailleurs un vif débat. À l'époque des premières directives sur les DM, c'est-à-dire au tout début des années 90, la question des DM logiciels ne s'opposait pas trop, car il n'y en avait pas ou très peu, et donc on n'y avait pas vraiment pensé. Je parle notamment ici des logiciels autonomes, c'est-à-dire ceux qui n'entrent pas dans le fonctionnement d'un équipement médical, étant lui-même un DM. Par exemple, les logiciels d'aide à la prescription médicale ou de calcul d'une dose de médicaments, ou encore plus récemment, les logiciels permettant la télésurveillance d'un patient en lançant des alertes, comme dans le cadre de la télécardiologie. Rapidement, le sujet pourtant a été mis sur la table puisqu'en 2007, un amendement aux directives, connu sous le doux nom de Directive 2007-47-CE, a apporté une précision à ce sujet, directement d'ailleurs dans la définition du dispositif médical. Je vous renvoie d'ailleurs au tout premier épisode du podcast où je vous parlais de la longue liste des produits qui inaugurent la définition du DM. C'est donc à cette époque, en 2007, que le terme logiciel a été ajouté à cette liste. Qu'est-ce que cela implique dès lors ? Tout simplement qu'un logiciel qui a une finalité spécifiquement médicale est bien un dispositif médical, qu'il peut fonctionner seul, par exemple avec une appli de smartphone, ou en association avec un capteur, par exemple, qui mesure, comme dans le cas de la télécardiologie, la fréquence cardiaque. Le nouveau règlement européen, encore appelé 2017-745, en a remis une couche et apporté bon nombre de précisions à ce sujet. Parmi celles-ci, il y a déjà la notion de différence entre DM et produits de bien-être. Dans l'épisode sur les DM connectés, j'avais lourdement insisté sur cette différence qui réside dans la volonté d'une finalité médicale et où par exemple une appli qui compte le nombre de pas faits dans la journée ne peut être considérée comme un dispositif médical. Il y a d'autres points comme par exemple le fait qu'un logiciel d'usage général ne peut pas être considéré comme un dispositif médical. Donc par exemple si vous utilisez un tableur de couleur verte ou vous faites une addition pour calculer une dose de médicament, ce n'est pas pour autant un dispositif médical. En revanche, si ce tableur vous a permis de programmer une macro, là, la question est plus délicate. Parce que s'il y a une finalité médicale, cela peut relever du champ du dispositif médical. Autre précision, qui n'existait pas dans les directives passées, celle de respecter des exigences de performance et de sécurité spécifiques au logiciel. Ces exigences, ce sont de grands principes à suivre pour la création du logiciel. Ici, en particulier, ce sera sa compatibilité avec différents environnements informatiques ou par exemple les prérequis minimaux nécessaires pour que le logiciel fonctionne comme prévu. Autre nouveauté, et celle-ci elle est de taille car beaucoup plus contraignante pour les fabricants de logiciels, les règles de classification ont été revues pour les logiciels. C'est quoi une règle de classification ? En fonction de plusieurs critères, les dispositifs médicaux sont classés selon 4 classes de risque croissant, qui sont la classe 1, la classe 2A, la classe 2B et la classe 3. À ces classes de risque correspondent des procédures à mettre en œuvre qui sont de plus en plus contraignantes. En d'autres termes, plus le dispositif est à risque, plus il doit être évalué pour s'assurer qu'on met un produit le plus sûr possible sur le marché. Par conséquent, un DM de classe 3 imposera aux fabricants beaucoup plus de tests, de contrôles et de paperasse administrative en tout genre qu'un simple DM de classe 1. Les règles de classification, c'est tout simplement le mode d'emploi pour savoir à quelle classe appartient son produit. Si votre produit est invasif, qu'il est en place plus d'un mois dans le corps et qu'il est en contact par exemple avec un organe sensible comme le cœur, c'est un DM de classe 3, etc. Le nouveau règlement européen durcit ces fameuses règles de classification pour les logiciels.
Tant et si bien que beaucoup d'entre eux se retrouvent propulsés dans des classes de risque plus élevées et donc beaucoup plus exigeantes. C'est ce que dit en substance la règle 11 du nouveau règlement pour les logiciels, ceux qui permettent de prendre des décisions à des fins thérapeutiques. Et pour qui je cite, ces logiciels relèvent de la classe 2A, sauf si ces décisions ont une incidence susceptible de causer la mort ou une détérioration irréversible de l'état de santé d'une personne, auquel cas ils relèvent de la classe 3. Si par contre ils entraînent juste, enfin ça c'est pas écrit comme ça, mais une grave détérioration de l'état de santé d'une personne ou une intervention chirurgicale, auquel cas ils relèvent seulement de la classe 2B, c'est-à-dire un peu moins à risque. C'est assez nouveau tout ça, parce que jusqu'alors, bon nombre de ces logiciels relevaient plutôt de la classe 1, donc la classe de plus faible risque. Les voilà à un niveau d'exigence maximale, comme des dispositifs médicaux implantables, type pacemaker ou stent coronaire à libération de principes actifs, pour en citer 2 exemples. Certains voient cette augmentation des exigences en matière de sécurité comme une véritable dérive sécuritaire, dont les conséquences seraient économiques dans un premier temps. En effet, faire marquer CE un logiciel de classe 3, cela coûte beaucoup plus cher à l'industriel et on risque de mettre en péril des entreprises, voire de les dissuader de faire des produits de ce type. Les perdants seraient par conséquent les patients, les utilisateurs, les entreprises, la société, bref tout le monde. Certains auteurs posent aussi la question du logiciel libre, dit open source, question intéressante sur laquelle la commission aurait pu se pencher. Le débat est donc ouvert lui aussi, comme l'open source. Bon, d'un autre côté, est-ce que l'occasion d'un règlement européen sur les dispositifs médicaux, dont les logiciels sont un sujet, certes, mais un parmi tant d'autres, aurait été le moment idéal pour trancher une question aussi épineuse que celle des logiciels libres dans le monde de la santé? Dites-moi ce que vous en pensez, dans les commentaires. En résumé, les logiciels destinés à des fins médicales sont des dispositifs médicaux comme les autres, et la réglementation, dorénavant en place en Europe, le souligne pleinement. Cette nouvelle réglementation, pour améliorer la sécurité liée à ces logiciels, durcit fortement les exigences et soulève un vif débat sur l'effet d'une telle mesure. Ici s'achève cet épisode de 2 mots sur les dispositifs médicaux. Si cet épisode vous a plu, un petit pouce bleu s'il vous plaît si vous m'écoutez sur YouTube et quelques étoiles si vous m'écoutez ailleurs. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Salut à tous!